Renforcer la coopération, le dialogue, la réconciliation nationale et échanger les informations avec les chefs traditionnels et leurs communautés. Le président Alassane Ouattara a fait le déplacement de Zouédrou au Libéria pour la mise en place d'un cadre permanent et intègre de concertation. Le chef de l'État qui sera bientôt à Boaké, sur place, les préparatifs vont bon train. Des commissions s'installent et les chefs de canton lancent des messages de mobilisation pour faire du séjour du chef de l'État une réussite. Jean-Hélène distingué à titre posthume dans l'Ordre national ivoirien. Avant la cérémonie ce matin, la directrice générale de RFI chez le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Bienvenue à tous. Le journaliste français Jean-Hélène, assassiné le 21 octobre 2003 à Abidjan, est distingué à titre posthume dans l'Ordre ivoirien ce lundi. Avant la cérémonie ce matin, la directrice générale de RFI, Marie-Christine, était chez le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Alexis Ouedraogo. 21 octobre 2003, Christian Badensperger, plus connu sous le nom de Jean-Hélène, est abattu d'une balle dans la tête à Abidjan. Il était envoyé spécial permanent de Radio France Internationale en Côte d'Ivoire. L'assassinat de Jean-Hélène est une blessure qui ne s'est pas totalement refermée pour nous, pas seulement pour la rédaction des RFI, je pense pour tous les journalistes qui l'ont connu, et notamment les journalistes ici. 10 ans après cet assassinat, le pays lui rend hommage. Il est distingué ce jour dans l'ordre ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté à titre posthume. Avant la cérémonie, les responsables de RFI, avec à leur tête la directrice Christine Saragos, ont rendu visite à Daniel Kablan-Duncan. C'est un signe fort, cette décoration post-mortem, qui est un signe d'apaisement, un signe de réconfort. C'est l'occasion de construire une nouvelle page de l'histoire. RFI à 20 ans de FM en Côte d'Ivoire. En décembre, nous reviendrons tous ensemble pour célébrer un anniversaire plus joyeux que celui que nous célébrons aujourd'hui. Et ce sera l'occasion aussi de mettre en place des formations, des projets de radio locale, toute une série de choses. Alors que la Côte d'Ivoire rend hommage à celui que ses collègues présentent comme l'infatigable témoin de l'actualité africaine, à Paris aussi un hommage lui est rendu. Le studio du Journal d'Afrique de RFI lui est dédié. Jean-Hélène aurait eu 60 ans. Et c'est après cette audience que Jean-Hélène a été distingué ce matin à titre posthume dans l'Ordre national ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Une distinction reçue par le frère du défunt en présence de la délégation de RFI, média dont le journaliste était correspondant permanent à Abidjan. Michel Digré reviendra largement sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Renforcer la coopération, le dialogue, la réconciliation nationale et échanger les informations avec les chefs traditionnels et leurs communautés. Le président Alassane Ouattara a fait le déplacement de Zouédrou au Libéria pour la mise en place d'un cadre permanent et intègre de concertation. Abiba Dambélé Saouye pour plus de détails. Environ 58 000 réfugiés ivoiriens étaient recensés au Libéria au 2 août 2013 par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est donc pour rencontrer son homologue Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, les responsables onusiens et les chefs traditionnels, que le président Alassane Ouattara s'est rendu à Zouédrou, où vivent encore 12 000 réfugiés ivoiriens après la fin de la crise post-électorale. La majorité d'entre eux considérés comme des soutiens à l'ancien président Laurent Gbagbo, et bon nombre de ces réfugiés sont concernés par des procédures judiciaires. 58 000 réfugiés sont recensés par le HCR. Ils étaient 200 000 au plus fort de la crise. Les retours se feront progressivement grâce aux efforts des gouvernements ivoiriens et libériens et du HCR, l'agence onusienne. 7 000 d'entre eux devraient regagner la Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année, selon la présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf. Le chef de l'État leur a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine, pour participer au processus de réconciliation. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à nos frères réfugiés ici au Libéria de rentrer au pays. Le pays vous attend.
il y a une quinzaine d'années, c'est la Côte d'Ivoire qui accueillait ses frères du Libéria pendant la guerre qu'a connu ce pays. Une localité comme Nikla, également appelée Peace Town à Guiglo, est encore là pour nous le rappeler. Il y a 3 ans, cependant, c'est le Libéria qui a reçu ses frères ivoiriens quand ils cherchaient un refuge pendant la crise post-électorale que notre pays a traversée. Après tant d'épreuves solidairement partagées, il est important de préserver la paix et la cohésion sociale dans nos 2 pays. L'obligation nous est donc faite d'intégrer nos politiques sociales et économiques pour plus d'efficience dans les actions à entreprendre au profit de nos populations, principalement dans ces zones frontalières. Les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf se sont félicités par ailleurs de la bonne tenue de la première rencontre du Conseil conjoint des chefs et des anciens des communautés frontalières, qui va contribuer sans nul doute à assurer la sécurité, la réconciliation et la paix durable dans cette zone. Le président Alassane Ouattara, rebaptisé pour l'occasion Kaï Farlé, du nom d'un des plus grands chefs de la région du Grand Guédé, a offert $20 000, soit 10 millions de francs, aux anciens et chefs du Libéria et 10 millions de francs aux chefs de Côte d'Ivoire. Et 16 000 Ivoiriens au Libéria regagneront le pays d'ici à la fin de l'année. Ils ont pris cet engagement devant les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et libérien Ellen Johnson Sirleaf. La réaction des membres du gouvernement ivoirien. Quand nous avons fait le point des différentes menaces sécuritaires autour de la frontière, nous avons noté que les populations n'étaient pas bien informées, qu'il y avait des contradictions et qu'il y avait beaucoup de manipulations. Donc nous avons imaginé qu'il était important de faire se rencontrer tous les chefs des communautés qui ont en commun et en partage des fois la langue et leur culture, afin que dans ce grand conclave, les vieux, les chefs se parlent et que nous puissions leur donner une perspective, de faire en sorte que cette zone de terreur, cette zone de guerre devienne une zone de paix et une zone de développement. C'est l'idée, et donc sensibiliser tous nos compatriotes, sensibiliser nos frères qu'il est possible de transformer cet environnement en zone de développement. Et le président l'a indiqué, il y a des projets de développement en infrastructure et en tout genre pour porter un peu plus à ces populations-là. Ensuite, je crois qu'il est essentiel que la paix se passe entre les peuples au travers de la rencontre des populations. Je pense que cette image est forte. Elle va irradier dans les campements, elle va irradier dans tout le pays. Et de nous revoir et d'avoir un suivi de ces résolutions sera un facteur clé pour stabiliser la région. Je crois que nos populations avaient besoin d'une telle initiative qui est à l'honneur, je dois le reconnaître, donc de nos chefs d'État, le président Alassane Ouattara et Madame la présidente du Libéria, Madame Sirleaf Johnson. Et je crois que cette expérience nous donne des idées. Et nous envisageons la poursuivre en Côte d'Ivoire. Mais pas seulement dans les régions ouest de la Côte d'Ivoire, mais dans tous les villages, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, les populations ensemble, unies, doivent s'asseoir avec les anciens, sous la bas-palabre, comme cela se faisait au beau vieux-temps, et parler de cette problématique de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. En notre qualité de ministre de la Solidarité, en charge également de la cohésion sociale, je crois que c'est une initiative que nous devons poursuivre. Et nous nous engageons, en tout cas à partir de Zouadrou, à donc étendre cette flamme de la paix partout en Côte d'Ivoire. Et bientôt, le président Alassane Ouattara, dans la région du Béquet, sur place, les préparatifs de cette visite d'État vont bon train. Des commissions s'installent et les chefs de canton lancent des appels à la mobilisation pour faire du séjour du chef de l'État une réussite. Commentaire, Charles Tato. Dans le cadre des préparatifs de la prochaine visite d'État du président de la République dans la région de Béquet, des commissions locales ont été instituées, dont un conseil des sages. Cette commission a en charge le succès de la sensibilisation et de la mobilisation dans le milieu rural. Pour la réussite de la mission à lui confiée, le conseil des sages se réunit à Boaké. Objectif,
adopter des stratégies de la mise en œuvre du plan d'action sur le terrain. À toutes les populations que c'est une affaire nationale, c'est une affaire de la région, quel que soit le problème qui a pu naître un jour ou l'autre, il faudrait qu'on laisse tout de côté et que ce jour-là, tout le monde se mobilise comme une seule personne pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. Dans le cadre de cette mission, une caravane sillonnera les chefs-lieux de canton de la région. Chaque village des 13 localités identifiées devra se faire représenter par 3 personnes pour un effectif global de 2155 personnes. Ces personnes serviront de relais dans leurs communautés respectives. Chaque cadre dans sa région, dans son département ou dans son canton, doit mobiliser ses parents pour que, le jour venu, tous puissent se rendre à la cérémonie. Avec à sa tête le doyen Alou Kona, soutenu par 4 vice-présidents dont Kona Nzikan, Kwame Kra, Oka Amani et Bandamangeta, le Conseil des sages compte 18 membres. Dans le cadre de cette visite d'État, le préfet de Didiévi sensibilise les populations. Dossan René Kwaku a appelé les peuples Nzipri et Ngban à relever le défi de la mobilisation. Kwadjo Kwame. Tribu Sakri, sous-préfecture de Molonoubli, aux populations de Ngesankro, Botende et Ndrikro, le préfet Dossan René Kwaku était porteur de messages. Le 29 novembre 2013, le président de la République sera à Didiévi à 10h. Tout doit être mis en œuvre pour lui réserver un accueil chaleureux et délirant. Il est donc utile et nécessaire de donner des orientations et prendre des dispositions. Plus de 2000 personnes venant de la sous-préfecture de Molonoubli seront attendues. Et les conditions de restauration et de transport sont définies. Le préfet a également annoncé les grands travaux qui seront entrepris sur les grands axes routiers et à l'intérieur de la ville de Didiévi. Il sera également consigné dans un livre blanc les préoccupations de la population. L'autorité administrative a aussi indiqué que les infrastructures de base seront entièrement mises en place. Il appartiendra au cadre de créer la richesse en faveur des populations. Des cadres qui soutiennent le préfet dans cet élan de mobilisation. Obtenir une grande mobilisation exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'un chef d'État arrive dans notre département. Pour le préfet, cet appel à la mobilisation est plus qu'un défi à relever. Nous entendons recevoir au moins 12 000 personnes à l'accueil du chef de l'État. Donc chaque sous-préfet a un quota de personnes à mobiliser et assurer le transport. Pour ce qui est des routes, des pistes à entretenir, le chef de l'État a donné des instructions. Le ministre de l'Intérieur nous a recommandé d'identifier tous les besoins à la matière et les travaux sont en cours. Le 29 novembre 2013, une date à retenir qui marquera l'histoire de Didiévi. Il y a quelques jours de cette visite du chef de l'État dans la région du Gbeke, les élus de la région, quant à eux, se concertent pour coordonner leurs actions sur le terrain. Charles Tatou. Cette rencontre relative à la rentrée solennelle du Conseil régional de Bouaké a permis à tous les élus et cadres de la région de Gbeke de se retrouver et de se frotter, signe de la voie vers l'unité, gage de la cohésion et du développement harmonieux. Occasion donc pour le président du Conseil régional de Bouaké, Jean Kwasi Abonois, de rappeler aux uns et aux autres la prochaine visite d'État du président de la République dans la région de Gbeke. Bouaké a vraiment soif de son président, compte tenu de la dégradation des infrastructures socio-éducatives de base, compte tenu de la paupérisation des populations. Je sens que Bouaké a soif de voir le président de la République et donc c'est une bonne occasion que nous donne ce conseil pour mobiliser et lancer un appel donc à tous pour que chacun fasse ce qui est de son devoir. Cependant, malgré cette morosité, les maires et les députés affichent une sérénité quant à la réussite de l'accueil du chef de l'État. Nous avons eu des réunions avec le préfet de Béomi, nous avons eu également des réunions avec le préfet des régions à Bouaké ici. Et donc nous nous mettons au travail pour accueillir le président de la République. Je dis, son arrivée ici pour nous c'est un messie quand on sait que notre région a été sinistrée pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, le président de la République, en arrivant à Bouaké, va nous permettre au moins de démarrer le développement du Gbeke. Les rencontres se multiplient pour des actions plus accrues
des préparatifs de la visite du président de la République dans la région de Gbeke. Bouaké fait sa toilette avant la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions du Gbeke et du Bélier. Le préfet Kone Aka multiplie les rencontres sur la salubrité, nous dit Baker. Le préfet de la région de Gbeke, Kone Aka, entend faire de la visite d'État du président Alassane Ouattara à Bouaké une totale réussite. Sur le terrain, il multiplie les rencontres avec les différentes couches sociales. Une de ses priorités, la propriété de la ville. À ce niveau, il a interpellé les directeurs régionaux des ministères du commerce, des transports et de la salubrité urbaine sur la nécessité de canaliser les engins à 2 ou 3 roues et les commerçants qui se sont installés de façon anarchique sur les trottoirs et les espaces publics. Par cette action de salubrité et de lutte contre l'occupation anarchique du domaine public, le préfet veut mettre de l'ordre et permettre ainsi de découvrir Bouaké dans toute sa splendeur. Indexés comme étant les responsables de ce désordre, les commerçants se défendent. C'est la construction du grand marché qui est la solution des problèmes des commerçants. Si on nous donne un site qui nous convient, nous allons partir. Partout, il y a les commerçants, partout il va y avoir des clients. Faut-il rappeler que la date butoir de déguerpissement dit déguerpissement participatif est fixée au 1er novembre 2013, au risque d'une destruction systématique des étals et magasins installés aux abords des routes. Un festival de reboisement pour sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement, c'est une initiative de l'ONG Gaïa pour lutter contre l'avancée du désert en Côte d'Ivoire. Plus de 250 000 hectares de forêt disparaissent chaque année dans le pays. Douad Lazer. Opération planting d'arbres dans la localité d'Akoupé. Autorités politiques et administratives, chefs coutumiers et responsables des eaux et forêts, contribuent à la reconstitution du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Ce festival de reboisement dénommé Festiplan est initié par l'ONG Gaïa, gouvernement des Amis de Yadio et Assangbati. Selon le président de cette organisation non gouvernementale, Jean Claver Assi, la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire doit être une affaire de tous afin de freiner l'avancée du désert défavorable à l'activité agricole dans les zones rurales. L'initiative est saluée par Jean-Jacques Effy, représentant du ministère des Eaux et Forêts. Pour lui, le Festiplan doit encourager les populations à s'impliquer dans la protection de la forêt ivoirienne. L'amenuisement de notre patrimoine forestier est une réalité que nous vivons tous au quotidien. Et au risque de changement climatique, il devient urgent d'agir. C'est également le lieu d'insister auprès de la chefferie traditionnelle et des propriétaires terriens pour leur collaboration dans la mise à la disposition des parcelles de reboisement. En Côte d'Ivoire, l'État procède au reboisement de 4000 hectares de forêt par an. Mais la dégradation reste remarquable avec plus de 250 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Occasion donc pour le ministère des Eaux et Forêts d'inviter ses agents à tout mettre en œuvre pour sauver les 6 millions d'hectares du couvert forestier ivoirien. 8 coopératives du vivrier ont reçu la somme de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette aide du Fonds d'appui au développement des produits agricoles alimentaires a pour objectif de réduire considérablement les coûts des denrées alimentaires sur les marchés. Noël Nyagno. Bouaflé, la capitale de la région de la Maraoué, capitale 2013 de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation. Le stade de la ville est transformé à l'occasion en un vaste champ de vivres. Une démonstration du potentiel de production vivrière de toutes sortes, de toute nature de la Côte d'Ivoire. Les acteurs, majoritairement des femmes, ne sont pas en reste dans cette démonstration. Une forêt de pancartes avec des dénominations révélatrices de leur volonté à réussir le pari de se prendre en charge et d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Démonstration aussi de l'intérêt des autorités politiques nationales, locales, du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des diplomates, des partenaires au développement pour la chose agricole parce que source de croissance. Cela à travers une mobilisation significative pour impulser un nouvel ordre au secteur de l'alimentation. Une occasion choisie pour rendre visible le Fonds d'appui au développement des produits agricoles alimentaires avec des objectifs précis. C'est une subvention de l'État. Donc on ne peut pas les maintenir dans l'assistanat. Ce que nous voulons, qu'elles deviennent des professionnels et qu'elles puissent gagner de l'argent, faire de profit et contribuer ainsi
non seulement à la sécurité alimentaire et au coût de la vie, mais aussi au financement du budget par les impôts qu'elles vont payer. 1,205 milliard pour 8 coopératives. Les montants des chèques vont de 5 millions à 700 millions de francs CFA et les engagements sont à la dimension des enjeux. En nous remettant solennellement ces chèques, vous nous engagez à traduire dans les faits, sur nos marchés et chez les consommateurs, la lutte contre la vie chère au niveau des vivriers. Nous vous assurons, face à la nation, qu'avec l'aide du comité de pilotage du fonds vivrier, nous ferons tout pour que la vision du gouvernement soit la réalité. En plus de cette subvention, 7 coopératives ont reçu des kits de production de motoculteurs. Une façon de booster la production avec une préoccupation, produit en se préoccupant de l'environnement. L'éviaculture et le palmier à huile sont possibles au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le commandant Koné Zakaria en a fait l'expérience à Séguélon, nous dit notre reporter Charles Tato. Ces plantations d'éveillats et de palmiers à huile sont réalisées à Séguélon, localité située dans la région du Kabadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Pourtant, selon certaines langues, la terre de cette partie du pays est hostile à la culture de ces produits d'exportation. Jusque-là, seul le coton et l'anacarde constituent les deux principales cultures industrielles des populations d'Odiéné. 15 hectares de palmiers à huile et 20 hectares d'éveillats, ces plantations sont à l'actif du commandant Koné Zakaria, fils de Séguélon. Le promoteur de la culture de l'éveillat et du palmier à huile sillonne la région de Kabadougou, exhortant ses parents à s'initier à la culture de ces produits d'exportation. Je demande à nos frères, quand on dit que quelque chose ne réussit pas, il faut qu'on essaye. Il ne faut pas qu'on abandonne chez nous. Personne ne pourra faire notre développement à notre place. L'expérience du commandant Koné Zakaria doit faire tache d'huile dans les autres villages de la région du Kabadougou pour permettre à l'État de diriger des actions dans ce sens pour le bonheur des populations de cette région. Avec l'apport du Centre national de recherche agronomique CNRA et de l'ANADER, les paysans de cette partie du pays pourront se tourner vers la culture de l'éveillat et du palmier à huile. Ce fait divers, avec les fumoirs qui ressurgissent à Boaké, une descente des forces de sécurité dans ces lieux malsains a permis de mettre la main sur 40 consommateurs de drogue. Kwadjo Kwame pour plus de détails. 40 vendeurs et consommateurs de drogue, dont 3 femmes appréhendées par la police des stupéfiants et des drogues de Boaké. Ces consommateurs et vendeurs de drogue ont été pris sur le site d'un fumoir détruit à plusieurs reprises avec des doses de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Ce site est au cœur de l'ancien marché de Boaké. Le capitaine Vréoua Georges appelle les populations à la collaboration pour la dénonciation de l'existence des fumoirs. La consommation des stupéfiants est nuisible et dangereux pour la santé. Outre ce côté néfaste de la drogue, sa consommation favorise le grand banditisme, troublant ainsi la quiétude de paisibles citoyens. 350 ex-combattants et jeunes à risque ont été formés au métier de la maçonnerie, de mécanique et de la plomberie. Ils ont reçu des kits d'installation à la fin de leur formation. Kwadjo Kwame, une fois encore, sollicité. Assister le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ses efforts de reconstruction post-crise et de consolidation de la paix. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que 1500 ex-combattants et des jeunes à risque viennent de recevoir leur kit d'installation et d'attestation de fin de formation. Ces ex-combattants et jeunes à risque ont bénéficié d'une formation professionnelle et qualifiante d'une durée de 3 mois en maçonnerie, plomberie sanitaire, mécanique générale, construction métallique et mécanique auto et moto. Moi-même, m'entreprends d'abord personnellement et maintenant, les kits, par rapport au kit qu'ils m'ont donné, essayer de travailler ce kit pour que mes petits frères aussi puissent en profiter demain. Les différents intervenants au cours de cette cérémonie ont salué le gouvernement japonais pour les efforts consentis
afin d'aider la Côte d'Ivoire à se repositionner progressivement sur la voie du développement. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, Anjouwa Anjoujak, précise le but de ce projet. Son objectif global est de contribuer à travers la formation professionnelle et l'accompagnement au maintien de la paix, à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ivoirienne et de ses entreprises et à une meilleure insertion des jeunes dans la vie active. Le projet Formation des jeunes pour la reconstruction post-crise et la consolidation de la paix a aussi pour objectif d'identifier et de quantifier d'une manière structurée et précise les besoins en profil professionnel dans la région de Bouaké. Les recettes de la mairie de Bouaké sont en hausse, certes. Elles sont passées de 80 millions de francs CFA à plus de 100 millions de francs, mais ces recettes restent encore insuffisantes pour l'amélioration du cadre de vie et de travail des populations. Bakker pour le commentaire. De 80 millions de francs CFA de recettes engrangées mensuellement par l'ancienne équipe municipale, ce sont plus de 109 millions de francs de recettes qui sont tombés dans les caisses de la mairie de Bouaké dans le seul mois de septembre, après la prise de fonction de la nouvelle équipe. Des chiffres qui laissent entrevoir clairement une nette progression des recettes municipales. Déjà, dans la première quinzaine du mois d'octobre, 65 millions de francs CFA ont été collectés par la régie financière, dont 3 500 000 francs de recettes journalières. Cependant, cette embellie ne doit pas faire perdre de vue l'insuffisance de ces recettes compte tenu des besoins immenses de la commune. Sans recettes, nous ne pouvons pas travailler valablement dans l'intérêt des populations. Donc nous allons mettre en place toutes les procédures pour améliorer les recettes. Bouaké est une ville commerçante. Notre budget ne doit pas être un budget de 2-3 milliards, il doit être aux alentours de 8 milliards. Les populations attendent beaucoup de la mairie de Bouaké pour améliorer leur cadre de vie et de travail. Le rideau est tombé sur la 5e édition du festival du Zanzan. Pendant 3 jours, les populations des régions du Gontougo et de Beomi ont fait connaître le potentiel culturel du Zanzan en matière de danse, d'instruments de musique et de costumes traditionnels, nous dit Grace Kando. 3 jours pour promouvoir la culture à travers la 5e édition du Festival du Zanzan dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Objectif de ce 5e festival, faire connaître le potentiel du district du Zanzan en matière de danse, d'instruments et de costumes traditionnels. Il s'agit de sauvegarder toutes les pratiques, les bonnes pratiques patrimoniales, faire en sorte que nous ayons des banques de données au niveau des instruments de musique, au niveau des costumes traditionnels et également au niveau des danses. De sorte que les générations actuelles aient justement la possibilité de se référer au passé, à l'histoire, pour s'inscrire dans des systèmes de valeurs. Ça nous permet de mieux connaître la culture de la région dans laquelle nous vivons, les cultures, les différentes danses et autres. On souhaite que ça continue, que ça ne soit pas une fois et puis que ça s'arrête, que ça continue. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Pour le premier responsable en charge du département de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire, le ministre Maurice Bandama s'est dit heureux de la réussite de ce festival. Que dire après ces grands jours de festivités, de démonstration de notre beauté, la beauté de notre culture, la richesse et la diversité de la culture du Zanzan. Je voudrais à ce niveau me réjouir de la bonne et parfaite organisation de ce festival. Le Premier ministre et une forte délégation des membres du gouvernement sont annoncés pour l'édition 2014 du Festival du Zanzan. Et hors de nos frontières et en image, au Cameroun, la communauté musulmane veut combattre les idées du groupe radical Boko Haram. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Adama Kone. Merci de votre fidélité.